Bonjour à toutes et bonjour à tous. En tant que président de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, je suis très heureux de vous accueillir en ce magnifique lieu mis à notre disposition par le conseil départemental du Loir-et-Cher, que je tiens à remercier très sincèrement. Lorsque le thème de la France a été retenu pour les rendez-vous de l'histoire, nous avons pensé qu'il serait fort bienvenu, pour le moins, de remettre en lumière l'ouvrage majeur de Colette Beaune, Naissance de la nation France, paru il y a tout juste 40 ans, en 1985. Un grand merci à Colette Beaune d'avoir répondu favorablement à notre invitation, elle qui fut également pendant 11 ans, de 2009 à 2020, présidente de notre association. Colette Beaune a soutenu en 1984, sous la direction de Bernard Guéné, sa thèse intitulée Naissance d'une nation, mythe et symbole du pays de France à la fin du Moyen-Âge. D'abord maître de conférences à la Sorbonne, elle a ensuite enseigné essentiellement à l'université de Paris X Nanterre, dont elle est professeure émérite d'histoire médiévale. Spécialiste reconnue de la France du XVe siècle et de la construction de l'identité nationale, Colette Beaune a notamment écrit une dizaine d'ouvrages, dont Naissance de la nation France, bien sûr, mais aussi 2 ouvrages sur Jeanne d'Arc, en 2004 et 2008, et un autre, entre autres ouvrages, consacré au Grand Ferré, premier héros paysan. Je sais que ça lui tient à cœur, héros paysan, en 2013. Elle a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre par le Grand Prix Gobert de l'Académie française en 2012. Et Colette a souhaité ce matin être entourée de 3 autres historiens médiévistes que je lui laisserai le soin de vous présenter plus complètement. Je les cite seulement. Donc, Lidvin Scordia, professeur d'histoire médiévale à l'université de Rouen-Normandie, Isabelle Guyot-Bachy, professeur d'histoire médiévale à l'université de Lorraine, et Léonard Dauphin, maître de conférence dans cette même université de Lorraine. Madame, je vous laisse la parole. Donc, il y a 40 ans que j'écrivais Naissance de nation France. 40 ans, c'est beaucoup et peu à la fois. En fait, on fait de l'histoire avec ce que l'on sait, bien sûr, mais avec ce que l'on est surtout. Et moi, ça pose la question de savoir, dans les années 60, où j'ai commencé à écrire ce livre, vous voyez que ça fait longtemps, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je savais faire dans ces années-là. J'appartiens à une famille paysanne des environs de Blois. Et mes 2 grands-pères sont morts à Verdun, ce qui a été une chance non pour eux, évidemment. Mais pour leurs descendants, c'est ainsi que mon père et ma mère ont pu faire des études comme pupille de la nation. Et ma mère fut institutrice et mon père travailla aux impôts. Alors, pourquoi ai-je abouti à la nation? En fait, c'est en grande partie un hasard. Certes, ma grand-mère chantait Cendrimoeuse, bien sûr, et on disait que la route qui passait au bout du jardin avait été empruntée par Jeanne d'Arc, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Et j'ai eu une enfance difficile, mon frère et moi. Ma mère mourut quand nous avions 7 ans, alors que nous fréquentions l'école primaire de Saint-Claude de Direct. Je suis de Saint-Claude. Mon père fut ensuite nommé à Paris dans le 16e arrondissement. Très tôt, j'ai eu des résultats scolaires exceptionnels. Je suis pour rien, vous savez, c'est comme ça. Et ces bons résultats scolaires m'ont protégée, tant au lycée, dans un lycée du 16e arrondissement où les filles portaient des robes de Dior. Et moi, j'étais habillée n'importe comment. Et à la maison, où mon père n'était pas toujours tendre. J'ai accompli
un parcours universitaire extrêmement classique. J'ai passé le bac avec mention très bien. Je sais, Robert voulait pas que je le dise, mais c'est comme ça. Robert, c'est votre frère. Robert, c'est mon frère. Et j'ai fait Cagne, Hippocagne, normal sup du premier coup. Je suis très fière parce que Macron n'y est pas réussi en 2 fois. Moi, si. Et ensuite, j'ai fait un triple cursus. J'ai fait un cursus d'histoire, terminé par l'agrégation. J'ai fait un cursus d'histoire de l'art. Et en même temps, j'ai fait du japonais au Langzhou pendant 3 ans. Voilà. Ensuite, entre l'écrit et l'oral de la Grègue, je me suis mariée avec Alain, qui était chercheur scientifique, lui, et centralien. J'ai été première à la Grègue. Oui, je sais, tout ça, faut pas le dire. Je suis sûre que Robert me regarde de travers. Est-ce qu'il est là dans la salle? Il est là. Il ne veut pas vouloir. Et j'ai commencé à enseigner au lycée de Chartres. Et puis sont advenus les événements de 68. Et à ce moment-là, l'enseignement supérieur, brutalement, s'est ouvert à beaucoup plus de postes. Et je vais enseigner successivement à Reims, au CNRS, à Paris 1, à Caen et à Paris 10, enfin. Je prends ma retraite à 63 ans et c'est alors que je reviens ici et que je m'occupe avec Alain de la Société des sciences et lettres. Alors, le livre, là, c'est une thèse. Vous le voyez un peu parce que c'est gros. Oui, c'est une raison. Et c'est une thèse que j'ai faite avec Bernard Guéné, qui travaillait sur l'histoire politique de la fin du Moyen-Âge. Ni lui ni moi ne nous connaissions quand nous nous sommes rencontrés pour chercher un sujet, parce que il m'a proposé des sujets politiques classiques. Il venait d'écrire « En France, c'est l'État qui a créé la nation », ce qui n'est pas faux. Et il s'attendait à ce que je le prouve. Mais d'un autre côté, j'étais une fille, et dans les années 60, c'était encore un handicap. Il m'a dit, de toute façon, vous ne finirez pas. Ce qui n'est pas très encourageant, évidemment. L'époque était très différente d'aujourd'hui. L'ENA n'acceptait pas les filles. Mon père n'avait pas voulu que je fasse médecine parce que la médecine, c'est pour les garçons et c'est pas pour les filles. C'est mon frère qui est devenu médecin à Blois. Oui. Et dans la plupart des postes d'université de province où j'ai enseigné, j'ai été la première femme prof. Parce qu'il y avait encore une espèce de plafond de verre. Les filles arrivaient facilement à devenir maître de conf, mais prof, c'était pas faisable quasiment. J'ai toujours été une sorte de curiosité. Et quand nous nous sommes mariés, Alain et moi, j'ai eu droit à une enquête de moralité. Ça vous paraît bizarre, mais Alain travaillait sur les fusées. Et c'était donc secret, en un sens, enfin je ne sais pas. Et je voulais faire médecine pour trouver un médicament pour le cancer. Parce que maman était morte de ça. Et que je croyais naïvement que je trouverais. Et j'ai donc eu droit à une enquête de moralité pour ouvrir un compte bancaire. Il m'a fallu son autorisation, alors que c'était moi qui gagnais l'argent du ménage. Il y avait une certaine absurdité dans la situation
féminine. Et puis, Alain était centralien, mais les centraliens ne sont pas payés, et à l'école normale supérieure, on est payé. Pas glorieusement, mais on est payé. Les thèses d'alors n'étaient pas les thèses actuelles. Elles duraient 10 à 15 ans, ce qui explique la réflexion de Bernard Guéné, qui n'était pas si antiféministe que ça. Si on a l'habitude, on se rend compte que ce livre est une thèse. C'est pas un livre normal. Là, il y a 50 pages de notes. La construction est en 3 parties, fortement recommandée. Les connaissances sont encyclopédiques. Ce n'est pas un livre facile, je le reconnais. Et la thèse nécessite une bonne connaissance de tout ce qui a été écrit avant vous sur le même sujet, et aussi des découvertes, des textes nouveaux, ce qui ne fut pas vraiment mon cas, mais des problématiques différentes. C'est là que j'ai innové en un sens. Bernard et moi avions choisi un sujet aussi vaste qu'imprécis, les idées politiques en France à la fin du Moyen-Âge. Avec ça, je pouvais faire absolument ce que je voulais, et j'avais refusé tous les sujets qu'il m'avait proposés du genre administratif, centralisation de l'État, parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, avec le sujet vague, je pouvais faire ce que je voulais, et à vrai dire, je n'avais pas encore d'idée très nette sur ce que je voulais faire. Ou plutôt, les idées que j'avais se sont avérées fausses, ce qui peut arriver. Mes études à Paris 1 m'avaient orientée vers une histoire marxisante. Paris 1 et marxisant, c'est Paris 4 qui est à droite, à cette époque-là en tout cas. Et donc, j'ai donc cherché dans un premier temps à travailler autour des révoltes paysannes, et j'ai cru longtemps que l'exemption d'impôt des nobles, qui se généralise au milieu du XIVe siècle, les avait suscités. C'était logique, on se révoltait contre l'injustice, oui, mais c'était faux. Les théoriciens d'alors soutenaient le roi et la noblesse. Ils haïssaient les Anglais, qui étaient le double inversé satanique des loyaux sujets du roi de France. Refouler le mal à l'extérieur de la communauté, soude celle-ci. Des idées politiques, je suis donc passée progressivement à la Nation France. Mais c'était pas ma première idée. Bernard Guéné m'a dit que c'était un sujet casse-gueule à éviter, qui allait illico me catégoriser comme étant d'extrême droite. Mais le sujet avait beaucoup d'intérêt. Il posait des problèmes intellectuels complexes. Par exemple, y aurait-il assez de sources? Pouvait-on parler de nation au Moyen-Âge? Ou fallait-il attendre 1789 et l'irruption du peuple dans la vie politique, avec le risque de confondre nation et république? Des difficultés donc, mais aussi des avantages. J'étais très bonne en latin. Et c'est une époque où la culture politique s'exprime en latin aussi bien qu'en français. Et donc, j'étais familière de la Bible de Saint-Augustin ou de Saint-Thomas d'Aquin. Et j'avais lu, ou je lirai plus tard, toutes les grandes histoires de France, dont celle de Michelet est ma préférée. Or, toutes ces grandes histoires de France avaient été écrites en gros avant 1914, sous la Troisième République. Et les universitaires s'étaient progressivement désintéressés du sujet dans l'entre-deux-guerres. À la limite, la nation était désormais un sujet pour les hommes politiques, mais pas un sujet pour les historiens. Donc, il n'y aurait pas beaucoup de concurrence, pas beaucoup et beaucoup à réinventer. Je voulais pas refaire Michelet, même si j'admire beaucoup Michelet. Et il a donc fallu que je trouve autre chose. Refaire Michelet m'aurait obligé à adopter un plan chronologique. C'est vrai que la nation se constitue en strates accumulées.
Et Boucheron, par exemple, ou Éric Anceau font ça. Mais l'histoire d'un sentiment, est-ce que c'est chronologique? C'est pas du tout évident. Le sentiment ici, c'est l'amour du pays. Il n'a rien de chronologique. Il y a des hauts. Les invasions anglaises ont créé du patriotisme dans les zones envahies, en Normandie par exemple. Il y a des reculs, les rois maudits, fils de Philippe le Bel par exemple. Il n'y a non plus pas grand-chose dans l'histoire d'un sentiment d'orienter, et je ne crois pas que la France soit l'aboutissement prévu de tout temps d'une évolution millénaire. Je crois qu'il y a beaucoup de hasard dans le destin d'une nation, beaucoup de possibles dont l'un finira par l'emporter. Et donc j'ai fini par faire un plan différent et une problématique différente. Ce plan, Bernard Guenet me le réclamait avec insistance. Une de nos entrevues, il trouvait qu'il n'arrivait pas bien vite. J'ai d'abord commencé par terminer des dépouillements en tout genre. Bien sûr, les textes historiques, le roman des rois, et des mémoires aussi, comme les mémoires, tous les mémoires contre les Anglais, les mémoires sur la loi salique, ça allait de soi, mais aussi beaucoup de littérature. Eustache Deschamps, le catalogue affectif d'Alain Chartier, mais des miniatures, parce que j'avais fait de l'histoire de l'art beaucoup. Des miniatures, et j'ai enseigné l'héraldique, et j'ai aimé l'héraldique. L'oriflamme, la croix blanche face à la croix rouge d'Angleterre, les fleurs de lys, le Saint-Michel armé de Charles VII. Des images réelles dont on peut suivre l'apparition, miraculeuse évidemment, ce sont des mythes, le développement qui s'agrège autour de saints nationaux, dont certains sont authentiques et d'autres assez folkloriques. La sainteté de Clovis, qui assassina joyeusement une partie de sa famille après son baptême, en faisait quand même un saint un peu discutable, même si on l'a cru. C'est peut-être repenti. C'est peut-être repenti. Peut-être. Lidwin suppose qu'il s'est repenti. Peut-être, peut-être. Et en une dizaine d'années, j'ai constitué ainsi une base de données énorme, hétéroclite, qui parlait à deux publics tout à fait différents. Un public de cour ou clérical, lettré, des textes de droit, de théologie, des romans de chevalerie, mais aussi parlant à un public illettré d'autres médias destinés à une population très majoritairement paysanne. Population des fêtes, des sanctuaires autour de Paris, puis autour de la vallée de la Loire quand le pouvoir s'y déplace, des sanctuaires, des images, énormément d'images et un foisonnement de symboles. Entre-temps, il y a eu 5 accouchements, un mari génial, mais souvent absent, que j'ai passé une partie de ma vie à attendre. Et cela ne change pas beaucoup aujourd'hui. 3 ans de rédaction ont été nécessaires quand j'eus enfin découvert le fameux plan en 3 volets. D'abord l'histoire. L'histoire dont vous parlera Isabelle, qui est ici, forme de conscience de soi et justification du présent par le passé. La matière de France, comme on dit, éclipsa progressivement la matière biblique et celle de Rome dans la fascination des clercs et des savants. Une importance particulière est attribuée aux origines mythiques de la nation. Sommes-nous Troyens, comme les Romains, donc promis à l'Empire? Sommes-nous Francs, germaniques, n'apparaissant que tardivement, mais baptisés, c'est l'entrée dans la chrétienté, donc c'est important, ou sommes-nous Gaulois? Et ces derniers l'emportèrent au XVe siècle, parce que quand les frontières se furent stabilisées, l'indigénat parut plus intéressant que de venir d'ailleurs, comme on l'avait très longtemps cru. Ensuite, deuxième partie, le sacré, c'est-à-dire le lien d'élection qui fait de la France un royaume très chrétien
et de ses habitants le peuple de Dieu, voire même le nouvel Israël. Y contribuent sur les siècles Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Michel. Et contrairement à ce que Guény croyait, là nous n'étions pas du tout d'accord, il n'y a pas de laïcisation dans le sentiment national français. C'est au contraire par une surchristianisation, en montrant le roi, la terre et le peuple comme très chrétiens et de plus en plus chrétiens, et les plus chrétiens de ce monde, qu'on a réagi. Alors, la loi de 1905 est très lointaine à cette époque. Enfin, les signes et symboles qui sont évidemment très éloignés de Marianne ou du bonnet chrétien. Fleur de lys, croix blanche, arbre ou jardin de paradis, comme vous en voyez un là, qui constituent des repères où un peuple qui est encore composé de 90% de paysans peut se reconnaître. C'est donc pas du tout un livre sur des faits. Je ne dis pas que la France du XIVe et XVe, dévastée par la peste, les famines, les guerres étrangères et civiles, formait un jardin de paradis. Cependant, tel était le regard que l'on pourrait poser sur elle une fois la paix retrouvée. Pour cette France-là, devait-on mourir? La réponse fut longtemps négative ou fort hésitante. Il était bien admis qu'on devait mourir pour Dieu pendant la croisade, ça tout le monde y croyait. Mourir pour un royaume de ce monde, un royaume vulgaire, n'allait pas de soi. Seuls les nobles pouvaient y être appelés. Encore ne trouve-t-on jamais sur les tombeaux de morts indiqués pour Poitiers, 1356, ou pour Crécy. Mais au début du XVe siècle, on écrira sur les tombes morts à Zincourt, c'est 1415, et dans la seconde moitié du siècle, on va trouver, mais ici, dans la vallée de la Loire, ce genre d'épitaphe: priez pour moi, braves gens, pour les sires de Bueil morts à la Grande Guerre, en bataillon pour la France et pour vous. Mais nous sommes ici en terre Armagnac. C'est le cœur d'une partie Armagnac. Ce que je veux dire, c'est que on ne croyait pas ça à Paris. On ne croyait pas ça non plus en Bourgogne. Le sentiment national en France est paradoxalement partisan, né dans un parti, et pas du tout répandu partout. C'est pas tard. Le livre a connu des tas d'éditions, le voilà. 2 éditions Gallimard, une édition livre de poche, le voilà. Des éditions aussi, c'est traduit par California Press. Il y a des éditions BNF aussi, sous un titre différent. Il y en a 2, avec de superbes miniatures. Et voilà, c'est tout. Alors, comme l'histoire est le fondement de la nation, ou presque, nous allons passer la parole à une spécialiste de l'histoire de France à l'époque médiévale, Isabelle Guyot-Bachy, qui est professeure à Nancy. Voilà, à l'Université de Lorraine. Merci Colette. Alors, je voudrais, bonjour à toutes et à tous. Pas deux. Ça marche pas. Je voudrais d'abord remercier la direction des archives départementales et Philippe Henwood, président de la Société des sciences de lettres et de Loir-et-Cher, de nous avoir invités aujourd'hui, de nous avoir réunis autour du livre de Colette Beaune, un livre publié donc il y a 40 ans, dont l'autrice vient de nous rappeler la genèse, le contexte dans lequel elle l'a conçu, mais aussi les enjeux et les problématiques qu'elle y abordait. Ce livre, mon exemplaire, est beaucoup moins neuf
que celui que Colette a sur sa table aujourd'hui. Mon livre à moi, mon exemplaire est très défraîchi. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis à peine moins de 40 ans. Et je dois dire qu'il m'a accompagné finalement dans tout mon parcours de médiéviste et de professeur d'histoire médiévale. Colette a beaucoup parlé de Bernard Guenet. J'ai eu le même maître. Voilà, Colette, c'est la grande sœur. Moi, je suis la petite dernière de l'écurie Guenet. Et j'avais en Colette et en quelques autres à la fois des modèles d'historiennes et de femmes qui effectivement commençaient à faire des carrières. Et ça a été très important pour moi. Alors, dans mon exemplaire fort défraîchi, les annotations sont d'abord celles que j'ai portées en marge de la première partie de l'ouvrage, La France et son histoire. Ce sont les annotations d'une doctorante, puisque je suis rentrée dans l'équipe Guenet comme doctorante en 1986, avec une thèse sur Jean de Saint-Victor et son Memoriale Historiarum, grande histoire universelle dans laquelle il y avait l'histoire du royaume. Et très vite, j'ai été confrontée à la lecture complexe des origines et du passé du royaume que proposait ce contemporain de Philippe le Bel. Et mon guide a alors été le livre de Colette Beaune, tout juste paru, un guide indispensable dans lequel j'ai appris finalement le b.a.-ba de ce qu'elle nomme, je la cite, la grande réserve de mythes fluctuants et fugaces à laquelle les historiens médiévaux reviennent inlassablement pour modeler le passé avec des traits communs, sans doute, qui vont s'affermissant au fur et à mesure que l'on va vers la fin du Moyen-Âge, mais des traits qui ne les engagent finalement jamais dans une doxa qui serait immuable. Plus tard, ça a été mon tour de faire découvrir aux étudiants la France médiévale dans ses différentes facettes. Alors bien sûr, je leur ai présenté la construction du pouvoir monarchique, les rouages institutionnels et humains qui configurent peu à peu la société politique médiévale. Mais j'ai senti assez vite qu'il fallait aussi les initier, un peu comme dans un rite de passage finalement, à cette image rêvée que les Français médiévaux, ce que l'on appelle les rénicoles, les habitants du royaume, pouvaient avoir d'eux-mêmes. Alors, promotion d'étudiants après promotion d'étudiants, finalement, je les invite chaque année à ouvrir le livre. Non pas tout le livre, parce que, comme Colette le dit elle-même, c'est un livre difficile. En dépit du profond souci pédagogique avec lequel elle l'a écrit, elle l'a dit tout à l'heure, c'est une thèse qui répond à des problématiques de thèse, de recherche, et donc ce n'est pas un livre qui, a priori, au premier abord, est fait pour un public d'étudiants. Mais, par exemple, le chapitre sur Saint-Michel du Péril, ou le chapitre sur les sanctuaires et fêtes dans le royaume de Bourges, offrent des entrées tout à fait accessibles aux étudiants. Ça permet de découvrir une historienne, de découvrir des problématiques et d'entrer dans des réalités de la France médiévale auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. Grâce à ces chapitres, les étudiants perçoivent que l'identité d'une nation est finalement un assemblage complexe. Cet assemblage n'a rien eu d'immanent. Colette nous l'a rappelé tout à l'heure. Et la genèse de ce qui fait finalement une nation, c'est quelque chose de long et de peu linéaire, de peu direct. Il y a bien pu y avoir une propagande, c'est le terme qu'emploie Colette dans son ouvrage il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous parlerions peut-être plutôt d'instrumentalisation. Sans doute qu'il y a eu des initiatives de la part des pouvoirs, mais finalement, cette construction, cet assemblage complexe, c'est surtout le cœur d'un dialogue informel entre le roi, les élites religieuses et les élites laïques, et finalement avec la large communauté du royaume. Car la grande intuition de Colette Beaune, ça a quand même été de faire explorer
de dire qu'il fallait explorer les traces même ténues de la culture populaire, en contrepoint de celle des élites. Alors évidemment, les manifestations de la culture des élites étaient dominantes, mais le pari qu'a fait Colette Beaune dans ce livre, c'était d'aller chercher ce qui pouvait rendre compte de ce que pensait la culture populaire. Et elle a vraiment fait émerger dans ce livre l'idée d'une culture commune, partagée, un thème sur lequel elle reviendra en 1999 dans un manuel de préparation à l'agrégation. Voilà. Ma troisième relecture de Naissance de la Nation France a été celle de cet été, voilà, en prévision évidemment d'aujourd'hui. Là, j'ai relu de la première à la dernière page l'ensemble du livre, vraiment comme un retour à la source. J'en suis d'abord ressortie fortement impressionnée par l'ampleur de la documentation convoquée. Loin de se contenter des seules sources éditées, Colette Beaune a consulté, il y a 40 ans, un nombre de manuscrits incroyable. Je regrette un peu que l'ouvrage soit dépourvu d'un index des manuscrits, parce que cela nous aurait donné une image de l'ampleur des manuscrits consultés. Et je me permets de vous faire remarquer que c'est un investissement en temps de travail absolument colossal. C'est vraiment une consultation manuscrit après manuscrit en un temps, alors que les moins de 40 ans n'ont pas connu, où il n'existait ni numérisation, ni répertoire en ligne, comme nous avons aujourd'hui, et nous avons un gain de temps absolument considérable dans notre recherche. Je comprends pourquoi j'ai rencontré si souvent Colette Beaune dans la longue file qui serpentait pour accéder au cabinet des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Une liste des manuscrits consultés nous aurait donné un aperçu de l'ampleur de la typologie des sources. Non exclusive, la place de l'histoire y est bien marquée. Il y a d'abord ces deux textes, composés l'un et l'autre dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui surplombent une production encore loin d'être balisée quand Colette travaille à sa thèse. Il y a le Speculum Historiale, le troisième volet de la grande encyclopédie du dominicain Vincent de Beauvais, et puis il y a les grandes chroniques de France, dont Colette, comme tous les spécialistes depuis le XIXe siècle, pense qu'elles avaient été commandées par le roi Louis IX à Prima, moine de Saint-Denis. Bernard Guenet, dans son dernier livre, dans son livre posthume, a remis en cause ce point. De l'atelier historiographique de Saint-Denis, d'autres œuvres sont sorties. Colette les a interrogées, du moins les plus connues, celle de Rigord, celle de Guillaume de Nangis, celle de Richard Lescaut, et un autre moine moins connu, Yves de Saint-Denis. Et j'ai été frappée en vous relisant cet été du très beau dossier que vous aviez sur cet auteur, sur Yves de Saint-Denis. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu là, entre lui et vous, un petit peu un rendez-vous manqué. Mais en tout cas, vous m'avez donné envie de relire Yves de Saint-Denis. Forcément manqué. À la manière d'une pionnière, Colette Beaune a beaucoup défriché. Car, notons-le, quand elle réalise cette thèse, qu'elle termine et publie en 1985, les études monographiques sur les historiens médiévaux et leurs œuvres sont encore très largement dans les limbes. Le chantier que Bernard Guenet a lancé dans les années 70, à la fin des années 70, Bernard Guenet qui a été un grand architecte du renouveau des études historiographiques médiévales, ce chantier n'en est encore qu'une fondation. Donc c'est vraiment ce caractère pionnier que je voudrais souligner. Alors, la quête de Colette Beaune est une quête thématique, elle nous l'a redit tout à l'heure. Et donc, elle ne livre pas dans cet ouvrage d'études spécifiques sur les chroniques qu'elle croise. Mais dans sa conclusion, elle appelle clairement une méthodologie innovante. Elle fait en quelque sorte alors on va parler sans doute des prophéties tout à l'heure, mais elle fait une sorte de prophétie, je la cite aux pages 344 et 345. Elle dit qu'il faudrait mesurer l'audience sociale et géographique des textes au gré des générations. Étudier non plus le texte, mais l'histoire du texte, en se posant les questions qui le commande, qui le possède et qui le cite, de manière à pouvoir mieux cerner le public savant
touchés par le sentiment national. C'était un programme prophétique que toutes les études monographiques sur les chroniques médiévales se sont efforcées, plus ou moins adroitement, de mettre en œuvre. Alors, Colette ne s'est pas contentée d'attendre que d'autres réalisent le projet qu'elle esquissait dans cette conclusion. En 1989, elle livre une édition du Journal d'un bourgeois de Paris, dont l'introduction est une mise en œuvre des principes qu'elle posait dans la conclusion de Naissance de la Nation France. Et c'est encore plus manifeste avec l'édition de la chronique dite de Jean de Venette, nous sommes en 2011, une chronique qu'elle édite avec une traduction du texte latin qui offre évidemment un accès renouvelé à cette chronique. Là encore, l'introduction est une mine d'informations érudites, autant qu'une ouverture sur le monde réel et imaginé de ce Carme parisien de la deuxième moitié du XIVe siècle. Enfin, et je voudrais terminer par là, à la page 7 de Naissance de la Nation France, nous sommes dans l'introduction, puis à la page 332, nous sommes cette fois-ci dans la conclusion du livre. On croise l'ombre discrète du Grand Ferré, ce paysan picard qui repoussa victorieusement, au XIVe siècle, une troupe de soldats anglais venus attaquer son village. Il en mourut. En 2013, après avoir travaillé 10 ans durant sur Jeanne d'Arc, connue, elle, par des centaines de documents et objets chaque année d'une ou plusieurs biographies nouvelles, j'avais, dit Colette Beaune, envie d'autre chose, m'intéresser à celui qui est aujourd'hui un inconnu de l'histoire. Le Grand Ferré s'imposa. Colette, vous livrez dans ce Grand Ferré, dans cette étude, un livre qui croise admirablement, me semble-t-il, l'étude historiographique et la micro-histoire, qui convoque toute la culture médiévistique dans une écriture qui vraiment est limpide. Vous reconstituez l'histoire du personnage dans son environnement et vous montrez comment, dans le grand silence des autorités, je vous cite encore, bien avant les entreprises mémorielles de la Troisième République, le mythe de ce Grand Ferré se cristallise non plus dans le monde des élites, mais dans ce monde rural, dont le Grand Ferré devient en quelque sorte le premier héros. Ce livre du Grand Ferré ne nous éloigne aucunement de Naissance de la Nation France. Ce livre, je ne me lasse pas de le faire découvrir à mes étudiants, il est sans doute plus facile à lire que Naissance de la Nation France, mais il constitue un admirable écho à ce premier livre dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour. Je vais passer la parole à Léonard Dauphin, qui est maître de conférences à l'Université de Metz et qui est spécialiste des problèmes de territoire et de frontières. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, nous fêtons les 40 ans d'un livre, ce qui est quand même étonnant de fêter l'anniversaire d'un livre. Et en même temps, je pense pour nous tous qui avons été invités à fêter cet anniversaire, c'est aussi un anniversaire pour nous parce que il a compté dans notre vie. Il a contribué, en tout cas, je parle pour moi, à faire de nous des historiens. Et pour moi, c'est un peu aussi le 20e anniversaire de ce livre quand je l'ai lu. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais
alors pas encore doctorant, mais j'étais en DEA, c'était Master 2 de l'époque. Je l'ai lu et ensuite, j'ai fait ma thèse finalement en me réincorporant. Alors, ma thèse à moi, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein. J'ai suivi le même parcours que Colette Beaune, sauf que je ne suis pas premier à la grecque et que je n'ai jamais appris le japonais. Mais voilà, donc quand j'ai fait ma thèse à Paris 4, à fac de droite, avec un titre, c'était toute France. Alors ça, c'est une citation de Jeanne d'Arc qui doit bouter les Anglais, mais pas bouter les Anglais simplement d'Orléans, hors de toute France, y compris de l'endroit où ils sont chez eux, c'est-à-dire en Aquitaine. Représentation et maîtrise du territoire. Et donc, en lisant Naissance de la Nation France, enfin, voilà, je me suis vraiment incorporé ce qui allait être la base de de mon activité d'historien. Et en le relisant, parce qu'on l'a tous relu, alors moi, pas cet été, mais le mois dernier, parce que j'étais moins rapide, je me suis rendu compte à quel point ce livre, je l'avais intégré, et que plein de choses que je pensais que tout le monde sait, voilà, qui sont évidentes. En fait, voilà, ça viendra. Et que j'avais oublié que je les avais appris parce que j'avais un peu du mal à distinguer finalement ce livre de ce que je peux savoir sur la France du XVe siècle. Alors, il y a 3 points, 3 pistes dans ce livre qui m'ont particulièrement parlé à l'époque et qui continuent de nourrir mes réflexions sur la France de la fin du Moyen-Âge. Le premier point, c'est que la constitution de ce légendaire royal, de ces mythes qui permettent de cristalliser le sentiment national autour de la dynastie royale, ils viennent de Paris, de Saint-Denis, ils viennent du cœur du royaume, on va dire de l'île de France, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la France tout court. On rentrait en France quand, par exemple, on passait le pont d'Orléans, du sud vers le nord. Donc ce légendaire royal qui est magnifiquement exposé dans Naissance de la Nation France, il est constitué en Île-de-France et puis il va se diffuser. Et une question, c'est comment se diffuse-t-il? Où se diffuse-t-il? Qui croit finalement à la naissance de la Nation France? Et puisqu'on fait l'histoire avec ce qu'on est, ça m'a particulièrement parlé quand j'étais un étudiant de province un peu perdu à Paris. Alors, je ne suis pas capable de reconnaître une robe Dior, mais je me suis bien rendu compte que j'étais chez des gens bizarres à Normal Sup, et je n'étais pas forcément à mon aise dans cette capitale. Et donc, j'ai vraiment lu ce livre avec cette interrogation. Voilà. Est-ce que cette histoire, c'est la mienne et celle de ma famille? Ou quand est-ce que ça le devient? Puisque la seule chose historique que m'a légué ma grand-mère dans le Jura, c'est la phrase des résistants franc-comtois à Louis XIV, « Comtois, rends-toi, nenni, ma foi ». Voilà. Quand est-ce que la nation France naît dans ma propre France un peu périphérique? Voilà. Donc ça c'est la première direction. La deuxième, c'est la question de la mémoire populaire. Voilà. Bien sûr, quantitativement, le nombre de manuscrits de la Bibliothèque nationale et d'ailleurs consultés est effarant, mais il y a aussi des sources qu'on aurait appelées il y a 100 ans des sources folkloriques, justement un matériau recueilli dans les traditions populaires et qu'on peut interpréter comme à la fois une réception des mythes royaux, mais aussi une fabrication populaire de mythes royaux. Le peuple comme acteur. Et ça m'avait particulièrement frappé à cette époque. Le troisième point, c'est la fin. Et finalement, la fin dans l'édition, je ne vais pas dire en queue de poisson, mais la fin, on reste sur notre fin, c'est le rapport à la langue. Avec ce chapitre 11 disant finalement, c'est pas le plus important. Oui, c'est pas le plus important parce qu'on est déjà à la page 417 de l'édition de poche et qu'on en a assez pour que la nation France naisse. Mais ce rapport à la langue m'a particulièrement frappé aussi, justement, de mon point de vue de la France périphérique, avec des ancêtres, on va dire, de langue franco-provençale dans
dans le Jura, des ancêtres de langue occitane en Auvergne. Alors, qu'est-ce que signifie le français par rapport à la France? Voilà. Alors, je reviens rapidement peut-être à quelques petites images sur ces 3 points. Guillaume me coupera le micro. L'élaboration d'un discours parisien. Alors voilà, on voit depuis un certain temps cette belle image qui vient donc d'un manuscrit, une histoire abrégée à partir du matériau de Saint-Denis, et la France qui est figurée pour la première fois au XVe siècle sous la forme, donc étudiée dans le livre, du jardin des fleurs de lys. Vous voyez un immense bouquet de lys avec l'écu royal et puis la souche, stirpe royale autour des rois de France qui sont autour de ces lys, ce sont les princes des fleurs de lys, et ils sont dans un territoire, c'est-à-dire dans un espace borné, creux de mur, qui est métaphoriquement le domaine des rois. Mais est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le royaume surtout? Voilà. Quel est le rapport entre cette image du jardin et les 400 000 km² du royaume de France? Voilà. Cet imaginaire, évidemment, est en tension avec le royaume, avec les frontières du royaume. Et donc, une des problématiques qui est abordée, c'est l'expansion vers le sud, concrètement, des mythes royaux, cette expansion, c'est une question sociale, hein, est-ce que ça parle seulement aux élites, mais aussi au peuple, mais aussi une question géographique. Donc, il y a une première extension vers la vallée de la Loire, avec un très beau dossier, par exemple, sur les miracles du sanctuaire national de Sainte-Catherine de Fierbois, où ce sont les hommes d'armes qui ont lutté contre les Anglais, qui ont été prisonniers des Anglais, qui viennent rendre grâce à Sainte-Catherine qui les a délivrés. Et puis encore plus au sud, et là on quitte les terres francophones, on arrive dans le monde occitan, avec ce concept d'occitanisation du légendaire royal. Et là, ça m'a particulièrement frappé. Alors, c'est mon passage préféré. Parce que finalement, le dossier occitan proprement dit est mince. Que pensent les gens du Languedoc de la nation France? À Moissac, en tout cas, on a un abbé qui aime le roi de France. Et plus tard, on a un dossier ethnographique avec une partie de la population de Moissac qui pense qu'au portail, c'est pas le Seigneur qui revient dans sa gloire à la fin des temps, c'est le Régrebie. Bon, alors j'ai tapé Régrebie Moissac sur Google Images. Google interprète Régrebie comme rugby et on voit des images de l'équipe de rugby de Moissac. Donc c'est fini, à Moissac, on a oublié le Régrebie. Mais par contre, au XIXe siècle, on connaissait ce Régrebie, c'est le roi Clovis, qui est représenté sur le portail pour les gens. À la fin du XIVe siècle, c'est Clovis. Saint Clovis, le protecteur de la frontière. Le danger anglais à Moissac est proche. Enfin, c'est un danger gascon. Mais voilà, les armées anglaises, ce sont des gascons. Et Moissac est une frontière. Donc on a ici quelque chose que je trouve absolument magnifique et voilà, c'est l'espace de Paris et l'occitanisation, c'est aussi la question de la mémoire populaire. Et dans ma propre thèse, voilà, ce que j'ai cherché, c'est à spatialiser en fait cette naissance de la nation France. Et plus tard, dans un autre bouquin qui était finalement la suite de ma thèse, j'ai essayé de faire la deuxième partie avec des sources d'archives en un point de vue de haut vers le bas. Et ce qui est magnifique dans la naissance de la nation France, c'est que le haut et le bas dialoguent et que les élites et la population sont acteurs ensemble de cette construction. Et donc, dans un deuxième livre, j'ai essayé de partir des sources littéraires pour aller du bas vers le haut. Et j'étais ravi de trouver l'équivalent du Régrebie, mais vraiment, là, on est à Béziers, donc on est au cœur du Languedoc. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait comme dans la naissance de la nation France. Je vous présente Pépézuc. Bon, c'est un empereur romain, bien sûr, sur la voie domitienne qui traverse Béziers, mais à l'époque moderne, on pense que c'est le capitaine royal qui a défendu Béziers lors de la chevauchée du prince noir au milieu du XIVe siècle. Et il y a des processions civiques à Pépézuc. Alors, pourquoi il s'appelle Pépézuc? Parce qu'on a essayé de lire l'inscription latine, et l'épigraphie, c'est compliqué, donc on a lu Pépézuc. Voilà, donc c'est son nom. Mais c'est un capitaine royal. C'est-à-dire qu'à Béziers, comme à Moissac,
comme Odora, comme à Fierbois, finalement, ce qu'on retient de l'histoire, c'est un rapport au roi, c'est l'inscription du local dans le national. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Alors, aujourd'hui, finalement, cette naissance de la nation France, elle pose question parce qu'en 40 ans, la nation a évolué, pas forcément dans de bon sens. Nos rendez-vous de l'histoire s'appellent la France, point d'interrogation. Comme on le disait hier, naissance de la nation France est sans point d'interrogation. Moi aussi, je sais ce que c'est que la nation parce que j'ai été entretenu par la nation pour faire mes études. Je sais ce que c'est que la solidarité nationale. Mais finalement, on peut se demander, alors je ne vais pas mordre sur ce que va dire Edwin, si la nation n'est pas devenue quelque chose de tabou, et comment faire cette histoire. Et c'est peut-être le troisième point, j'en parlerai plus tard, ou pas du tout. Il y a la question, par exemple, des révoltes, qui est toujours une question débattue. Et puis, il y a des façons de ressaisir la nation par d'autres bouts, et par exemple par le rapport à la langue. Et donc, ce dernier chapitre sur le français, je le trouve vraiment extrêmement motivant pour étudier ce rapport à la langue qui n'est absolument pas évident. Voilà. La France naît dans ce cœur de langue d'oïl, donc du français, et en même temps, vous voyez ici, si on superpose les langues parlées de la fin du Moyen-Âge au Royaume de France, avec ses frontières noires, en fait, ça n'a rien à voir. Comment est-ce qu'on identifie la France et le français? Comment est-ce que les non-francophones s'identifient au roi qui est le garant de la culture francophone? Voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressante. Et pour terminer, je reviendrai sur ce que Colette Vaughan a dit à la fin. Il y a beaucoup de hasard. Il y a beaucoup de hasard et il y a beaucoup de choix. Il se construisait diverses nations en cette fin de Moyen-Âge, diverses civilisations. Une de ces civilisations, c'est ce que notre grand collègue anglais Malcolm Vane appelait Anglo-French Civilization. Alors nous, on traduirait en civilisation franco-anglaise, mais il le dit lui-même, le cœur de l'Anglo-French Civilization est à Paris. Or, qu'est-ce que la guerre de 100 ans sinon un coup de ciseau donné dans la Manche? Et qu'est-ce que l'expansion des mythes royaux vers le sud? Sinon un coup de ciseau donné dans les Pyrénées qui casse une autre grande civilisation, la civilisation occitane, à Barcelone, Toulouse, dans le Limousin, à Marseille, on parle la même langue. Parce que le catalan médiéval, c'est l'occitan, enfin, c'est la même langue. Et donc la nation France, elle s'impose dans des frontières politiques en détricotant ou en condamnant d'autres constructions. Et donc on a ici, alors pour moi, un basculement du nord au sud, cette nation France, l'origine est tournée vers le nord, tournée vers l'Angleterre, parce que l'Angleterre est tournée vers le sud, et puis elle se tourne vers le sud avec cette occitanisation, c'est-à-dire que en fait les gens du sud se tournent vers le nord, même si aujourd'hui les Languedociens ont du mal à l'admettre, mais voilà, leurs ancêtres se sont tournés vers le nord, en rompant avec le monde, enfin en rompant plus ou moins avec le monde ibérique, et nous avons dans cette naissance de la nation France voilà, vraiment un choix, une transformation des mentalités, qui me semble quelque chose que, à l'appui de ce livre, on va dire séminal, on peut encore creuser. Et j'étais ravi de le relire parce que voilà, je me dis qu'en relisant, ça donne envie de poursuivre. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors, notre troisième intervenant, c'est Ludwig Scordia, que un certain nombre d'entre vous connaissent, puisqu'elle était venue parler pour nous à diverses reprises. Et Ludwig est professeur à l'université de Rouen, et c'est mon élève. Oui. Voilà. Et elle va nous parler de... Naissance de la nation France. De naissance de la nation France, oui.
Merci Colette, merci à Monsieur le Président, merci à vous tous d'être nombreux. C'est tellement agréable de voir une salle remplie. On voit des salles remplies, mais là, on voyait la queue. J'ai dit, mais il y a du monde. Il y a une dame en bas qui m'a dit, oui, mais il y a 2 conférences. Bon, je dis quand même, bon, nous, on a une salle pleine. Bon, ben, c'est un joyeux jour de fêter un anniversaire. C'est un joyeux jour aussi parce que c'est une occasion de dire à Colette notre admiration et notre affection. Parce que vous n'avez pas été sans remarquer que Colette est sensible et nous sommes sensibles à sa sensibilité. Alors, 40 ans. 40 ans, l'anniversaire, les apports pour la recherche, pour nous, historiens, pour moi qui ai fait, parmi beaucoup d'autres, une thèse avec Colette. Moi, je trouve que le titre est intriguant. Et je crois que Colette m'avait dit une fois que ce titre avait été choisi par Pierre Nora, le directeur de la prestigieuse collection Bibliothèque des Histoires de Gallimard. Intriguant car un peu archaïsant, je trouve, et puis pléonastique, parce que nation renvoie à naissance, donc ça veut dire naissance de la France. Alors la thèse de Colette, c'était la naissance d'une nation, mythe et symbole du pays de France à la fin du Moyen-Âge. Vous savez, les éditeurs, qui sont formidables, même encore aujourd'hui sûrement, disent que ils ont plus grand chose à faire puisque tout est fait par l'auteur, donc ils gardent le privilège de trouver le titre. Mais ce titre est finalement formidable, naissance de la nation France. Il est un peu étrange. Alors vous avez dit votre lien avec Bernard Guenet. Moi j'en ai un parce que vous êtes une fille, Colette, de Bernard Guenet. Isabelle est une fille un peu plus jeune de Bernard Guenet, et moi je suis une petite fille de Bernard Guenet puisque je suis une fille de Colette. Et une fois j'avais dit ça, on m'avait dit ah bon, t'es une petite fille de Bernard Guenet. Bon, faut pas raconter trop d'histoires. Ça avait inquiété Bernard Guenet quand je crois que c'était Colette l'avait fait venir à Nanterre, et il m'avait demandé ce que je faisais comme thèse, et je travaillais sur la théorie de l'impôt. Et il m'avait dit, l'impôt, une femme? Puis il avait tourné les talons, je commençais ma thèse, je me suis dit, c'est bien parti. Alors j'aimerais continuer à explorer les raisons pour lesquelles Naissance de la Nation France est devenue un classique, régulièrement réédité. Et puis il y a la version de poche, moi je lis en poche comme Léonard, lu désormais par 2 générations d'étudiants et de chercheurs et d'amateurs d'histoire. Alors, réalité ou paradoxe, on dit souvent qu'un livre d'histoire en dit plus long sur son auteur que sur le thème de la période étudiée. Aucun historien, y compris les positivistes du XIXe siècle, obsédés par les faits et très agacés par l'idéologie et le style de l'histoire romantique et de l'histoire libérale, qui disent l'histoire n'est pas un art, elle ne consiste pas à raconter avec charme, l'histoire est une pure science, comme la physique et la géologie, elle vise uniquement à trouver les faits, à découvrir les vérités. Alors nous sommes héritiers à la fois de l'école de Michelet, on partage, et on aura l'occasion d'en parler avec Isabelle dimanche, mais on est l'héritier, on est aussi un peu les héritiers des positivistes. Nous sommes des héritiers de toute façon. Alors là, ils étaient très énervés, d'où ces phrases un peu catégoriques. Donc malgré les normes, malgré les contraintes qu'impose une thèse d'État, nous on est dans des thèses très différentes maintenant, et elles le sont même encore devenues après, il est évident qu'un historien n'écrit pas de manière désincarnée. Toute recherche procède de choix multiples. Le choix du sujet. Il y a le premier choix, vous l'avez dit, le choix donné par le professeur, et puis après le directeur de thèse, et puis après il y a ce qu'on trouve comme source. Et donc ça infléchit, il y a d'autres rencontres. Il y a le thème de départ et le thème final. Chacun peut raconter son histoire à ce sujet. Le tri des sources, la documentation, qui est passée au crible de ce qu'on est soi-même, de ce qu'on est capable de comprendre en ce moment-là. Sa capacité à comprendre, ses curiosités personnelles, sa sensibilité. Alors le cas extrême, c'est évidemment Michelet qui revendique
le fait ce qu'il écrit, il est enfanté. Donc on ne peut pas faire plus clair. Mais on est tous un petit peu comme ça, simplement on le dit plus ou moins, et puis tout le monde n'est pas Michelet, il faut quand même être un peu sérieux. 40 ans après, reconnaissez, chère Colette, est-ce qu'on reconnaît, notre Colette Beaune, dans Naissance de la Nation France? Pour moi, qui vous ai rencontré en 1993, je sais pourquoi je suis venue vous trouver à Nanterre pour commencer une thèse sur votre direction, pour la forme de votre écriture de l'histoire, sérieuse, sensible et allègre. Moi, je trouve que c'est allègre. Jamais empesé, jamais absconce, évidemment, c'est pas votre genre. On reconnaît votre style de livre en livre. Alors, il y a des livres qui sont plus ou moins allègres dans le style. Un de ceux qui m'avait j'aime beaucoup l'édition du bourgeois le journal d'un bourgeois de Paris. Le début est formidable. Ce n'était pas un bourgeois, ce n'est pas un journal, mais c'est bien Paris. Ça commence comme ça. On se dit, tiens, ça nous change des livres habituels. J'aime beaucoup aussi Jeanne d'Arc, Vérité et Légende. Ça, c'est une Colette qui est un petit peu agacée. Colette, vous le savez, est très pacifique. Vraiment pacifique, dans un milieu qui n'est pas toujours pacifique ni pacifié. Mais vous êtes pacifique. Et le Vérité et Légende, c'est formidable. Alors, vous avez fait émerger, et c'est le fond, évidemment, qui fait le succès de Naissance et qui nous a intéressés, des thèmes nouveaux, à peine étudiés ou pas comme vous. Le plus connu est l'imaginaire, comme sujet d'histoire, et sa place dans la naissance de la nation France. Jacques Le Goff, que vous aimez beaucoup, et qui vous aimait beaucoup, avait écrit la même année l'imaginaire médiéval, 1985. Bon, c'est pas la même génération. Le Goff avait 60 ans, c'était un historien très connu. Son angle d'étude, sa problématique, sa thèse, n'était pas l'imaginaire en tant que tel, mais la lutte de l'Église, en tant qu'institution, contre l'imaginaire. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce que l'imaginaire ? Et comment êtes-vous venu à en faire un des piliers de la nation France ? Alors que beaucoup, même si on en débat encore, en tout cas pour quelques-uns, la France est née de ses structures, institutions, État, fiscalité, armée, victoire militaire de la guerre de 100 ans. Mais votre curiosité vous a amené à vous tourner vers la littérature, la poésie, les chroniques, les enluminures des manuscrits. Il y a celle-ci, évidemment, qui me touche particulièrement. Je y reviendrai après. Le plus singulier, ce sont les songes, autre source de votre naissance de la Nation France, les rêves, les visions, les prédictions, les prophéties, qui intéressent hommes et femmes du Moyen-Âge, qu'ils soient clercs ou laïcs, qu'ils soient savants ou simples gens, qui sont séduits par cet imaginaire ou troublés. Les médiévaux, au sens de ceux qui vivaient au Moyen-Âge, vivent toujours sur deux plans, très naturellement. Ils vivent sur Terre, ils sont sur Terre, mais il y a le ciel auquel ils aspirent. Donc, il y a toujours ces deux plans. On vit sous deux plans. Ils sont distincts, bien sûr, mais ils ne sont pas séparés. Nature et surnature ne sont pas séparés. Il y a des signes dans un monde créé par Dieu. Nul n'est indifférent à ces signes. Nul ne peut être indifférent aux prophéties. Cela dit, on se demande, prophéties qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable. La Bible est truffée de prophéties. Au Moyen-Âge, on a Merlin, Perceforest, et moi j'aime beaucoup Carolus Caroli. Charles, fils de Charles. Et les interprétations, les différentes versions. Je vous en dis un mot. Il y a eu une époque, 1450-70, et Colette nous le raconte, que cette prophétie, Carolus Caroli,
Carolus filius Caroli, Charles, fils de Charles. Il y aura un Charles, fils de Charles, qui sera le roi qui apportera la paix dans l'Église. On est dans un temps où il y a quand même quelquefois plusieurs papes, quelquefois 2, même quelquefois 3. Il y a quand même beaucoup de querelles. Ce pape, ce roi, sera aussi le roi qui apportera la paix sur la terre, peut-être le roi de la fin des temps, avant le retour du Christ. Mais ça, c'est un petit peu, on a l'impression qu'on est on est un peu en apesanteur. Mais on est beaucoup moins en apesanteur lorsqu'on voit certains princes qui appellent leur fils Charles et qui ne sont pas rois. Je prends le cas. Existait-il un prince, Charles, fils de Charles, dans le royaume à cette époque-là? Oui, il y en a un. C'est Charles de France, le deuxième fils de Charles VII. Il est Charles, fils de Charles. Et il intéresse beaucoup certains princes, en particulier un, qui est le duc de Nemours, qui va avoir un fils et qui veut absolument prendre pour parrain justement le Charles de France, frère cadet de Louis XI. Et ennemi de Louis XI, il faut le dire. Et Louis XI apprend qu'on veut appeler l'enfant. Vous savez, il est d'usage alors que le parrain donne son prénom à l'enfant. Et Louis XI se précipite et dit « Non, je veux être le parrain et l'enfant s'appellera Louis ». C'est quoi ça? C'est impondérable. C'est impondérable, c'est très important. Il n'était pas question qu'il y ait un Charles, fils de Charles, qui devienne un parrain. L'enfant s'est appelé Louis. Bon, peu importe, on oublie l'histoire. Il aurait pu croiser l'histoire, c'est pas le cas. Mais vous avez une prophétesse qui vous a intéressé, c'est Jeanne d'Arc. Mais prophétesse, ou comme ses ennemis l'ont appelée, devineresse. Devineresse, c'est pas tellement positif, hein, c'est un peu inquiétant. D'où viennent ces prophéties? Avec Colette, on a eu à un moment donné de grandes discussions au téléphone, parce que Colette m'avait dit, mais à l'époque de l'anneau de Jeanne d'Arc, qui avait été vendu et très cher, etc. Et j'avais dit à Colette, mais enfin, des anneaux, d'abord, il y en a plusieurs, et alors, duquel parle-t-on? Et Colette m'avait dit, mais moi, tous les ans, on m'appelle pour me dire, tiens, on a une épée de Jeanne d'Arc. Tous les ans, on m'appelle pour me dire, tiens, on a un bout d'armure de Jeanne d'Arc. Mon Colette a tout vu, elle est d'un calme. Et quand les hommes politiques racontent n'importe quoi, elle me dit, mais Lidwine, ce sont des hommes politiques. Bon, très bien, inutile d'aller plus loin. Le terme imaginaire est trompeur. Il ne désigne pas ce qui n'existe pas. Imaginaire, on se dit ça n'existe pas. Non, l'imaginaire existe. Il renvoie à des croyances qui sont des réalités, même s'il est difficile de les peser et de les mesurer. Et c'est ça, la difficulté de ce sujet, c'est de mesurer cet impondérable. Est-ce que c'est possible? Mais il y a un autre thème, et je vais terminer par là, qui a été évoqué par Isabelle, par Colette évidemment, Isabelle et Léonard. Les traces de ces visions, rêves, prophéties, se trouvent dans les manuscrits. Et on pourrait en déduire que cet imaginaire ne concerne que les savants. Mais ce serait oublier tous les relais de ces croyances, des relais quasi quotidiens. Je pense en particulier aux curés des églises qui prêchent des sermons chaque dimanche au moins, et peut-être plus. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup, et qui est une histoire vraie, évidemment. Un curé faisait un sermon du dimanche, puis se rend compte que son auditoire, commence à tousser, taper des pieds, se moucher. Bon, il se rend compte que son auditoire s'endort et s'embête. Et il commence à parler du roi Arthur. On est dans une église de campagne, il parle du roi Arthur, de ses vertus, de Perceval, du Graal, et il sent l'auditoire qui frémit et qui se réveille. Tout le monde connaît le roi Arthur. On est dans les campagnes les plus reculées, tout le monde connaît.
Il y a donc eu des relais. Ils n'ont peut-être pas lu les manuscrits. Ils n'ont pas vu les manuscrits enluminés. Tout le monde connaît le roi Arthur. Et on est dans le royaume de France. Je ne sais pas si vous avez fait la même expérience que moi. Quand on en est à parler en Normandie, on parle d'Arthur forcément. Mais on parle d'Arthur, mais ils connaissent tous les noms des chevaliers. Alors, c'est pas le curé qui a prêché, c'est peut-être les jeux vidéo, c'est peut-être Camelot, mais en tout cas, ils connaissent tout, absolument tout. Alors, culture savante contre culture populaire. Il existe évidemment des différences entre les grands et les simples gens, mais il existe, et on l'a dit, et c'est vraiment un point si important pour nous, une culture partagée. Une culture de gestes, de croyances, d'aspirations, de craintes, d'où une société où bien sûr chacun a sa place, c'est hiérarchique, mais chacun a une place. Et c'est si important, parce que c'est un corps. Alors je me demande si Naissance de la Nation France n'est finalement pas l'autoportrait de Colette Beaune. Colette Beaune en 1985. Ses curiosités, sa capacité à faire émerger ce qui importait aux hommes et femmes du Moyen-Âge. Non pas une thèse idéologique qui vous est très étrangère, mais un dévoilement d'une partie oubliée et peut-être majeure du processus de la naissance de la nation France, avec cette conviction d'appartenir à un espace distinct, appelé la France, et d'y être attaché. Croit-on vraiment que cette conviction venait principalement de ces structures institutionnelles? Ben non, je ne pense pas, comme Colette Beaune. Alors, question, Colette Beaune écrirait-elle le même livre aujourd'hui, peut-être avec des corrections, des variantes, des apports? Moi, je pense qu'elle a gardé, et nous aussi, en tout cas pour moi, la même appétence pour la culture partagée. Vous n'avez pas lu Naissance de la Nation France? Difficile, pas difficile? Non, moi je ne sais pas si c'est difficile, c'est passionnant. Et puis, quand on est petit, on vous dit, vous n'avez pas lu tel livre? Alors, bon, horrible, bon, je vais le lire. Mais non, vous avez de la chance. Vous avez la chance de découvrir un livre formidable. Alors, c'est un plaisir qu'on va partager avec vous. Merci. Je n'ai pas parlé de l'image, pardon. J'ai mis en très gros. Absolument. Voilà. Bon, ben, merci donc à nos intervenantes et intervenants pour ces conférences, ces interventions absolument passionnantes, si vivantes, si empreintes à la fois de sensibilité, d'humour aussi, autour de Colette Beaune. Et puis aussi, moi, je m'ai trouvé très intéressant d'expliquer un petit peu les parcours, les méthodes de l'historien. On voit encore toutes les pistes qui s'ouvrent, tout l'intérêt à faire ce métier. Enfin, voilà. Nous avons quelques minutes, il reste 15 minutes, donc quelques minutes pour des questions. Donc, on va poser la première question en demandant, mais pourquoi cette image? Et puis après, donc, je vous laisserai la parole. Ah, d'accord. Alors pourquoi cette image? Parce que cette image est dans un autre livre de Colette qui s'appelle Miroir du pouvoir. Et dans ce Miroir du pouvoir, qui avait été écrit avec le grand François Avril, le conservateur des manuscrits à l'ABN, Bibliothèque nationale, il y a cette image qu'on peut intituler le roi berger. On voit un berger qui tond un mouton, il y a beaucoup de laine dans le panier, et il y a des grands ciseaux, il y a un chien avec un collier, et puis il y a le quatrain. Une fois l'an fait bon ses brebis tondre. C'est une métaphore fiscale. En la saison, sans du cuir écorché, car trop souvent les peu faire morfondre, et sans le cuir, morfondre c'est-à-dire souffrir, et sans le cuir, laine ne croît sur chair. C'est plus joli que trop d'impôts vus. Tu l'impôt, n'est-ce pas? Mais c'est quand même un peu ça. Et c'est le médecin et astrologue du roi Louis XI qui lui offre un très beau manuscrit que j'ai édité, Colette, grâce à vous, puisque j'avais découvert cette image et j'ai voulu aller trouver d'autres images, et il y en a 11 autres splendides. Et c'était l'éloge
d'un royaume en paix, mais c'était aussi une petite critique. Pas trop d'impôts, si possible. Bien, merci. Dominique Naprat. Oui, merci beaucoup pour ce retour sur un grand livre, hein, 40 ans. Alors, la question que je voudrais poser à Colette et puis aux collègues réunis autour de Colette, c'est dans quelle mesure, au fond, ce livre de 40 ans a fait rupture, dans quelle mesure est-ce qu'il représente un tournant sur le plan historiographique. La thèse est soutenue en 1984, il est édité l'année d'après chez Nora, et Nora ne l'a pas accueilli pour rien. Il savait très très bien qu'il y avait là un livre qui permettait de marquer l'historiographie. Et finalement, bon, il y a tout un tas de directions qui représentent, où ce livre représente un tournant. Moi, j'en verrai, ou des tournants, j'en verrai au moins deux que j'aimerais que tu puisses commenter éventuellement, Colette. La première, c'est ce que représente ce livre dans l'histoire des représentations. 1985, au fond, on est dans un moment où on discute ce que peut être la question d'un imaginaire historique. C'est un terme qui est apparu à plusieurs reprises. Duby va publier auparavant les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme. On est vraiment dans un moment où l'histoire de représentation représente un thème d'histoire collective important, et c'est vrai que ton livre a été reçu dans cette perspective-là d'une façon qui a été très très enthousiasmante. Une seconde direction, c'est le problème de la religion royale. Tu as fait remarquer avec une petite bonne dose d'humour à quel point Bernard Gonnet, lui, pensait qu'on allait être attiré vers une question, au fond, comment est-ce que la nation France va laïciser quelque chose? Et ce que tu proposes, c'est quelque chose de très très différent, c'est que c'est une autre forme de christianisation, mais non pas un christianisme d'église, un christianisme qui va être porté par la religion royale. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de tout ça? Là, tu m'embarrasses un peu. C'est vrai que c'est Pierre Nora qui a choisi le titre. C'est vrai aussi qu'il voulait que j'écrive 3 livres de suite et que j'ai pas voulu. Parce que j'aime pas qu'on m'impose les sujets. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire et puis c'est tout. Et c'est Jacques Crinen qui a fait le bouquin qu'il voulait que je signe. Et bon, il a fait très bien. Mais moi, ça ne m'allève pas, c'est tout. Crinen est quand même, Jacques Crinen, grand professeur d'histoire du droit, est quand même très littéraire pour Oui. un historien du droit. Pour un historien du droit, oui. Et qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre déjà? La question de l'imaginaire et la question de la religion royale, parce qu'au fond, la christianisation que tu mets en valeur, c'est celle d'une nation qui est le point d'ancrage d'une royauté sacrale, qui suppose toute une réflexion sur la religion royale, qui n'est pas forcément une religion des clercs à l'ancienne. Oui, et puis cette religion royale n'est pas forcément une religion comme celle que l'Église catholique voit. Il y a beaucoup de choses du genre Saint-Clovis, Saint-Charlemagne, dont la canonisation ne va franchement pas de soi. Hein. Je pense que il y a toute une religion populaire derrière qui est différente des canonisations officielles. Et plus la canonisation officielle, je sais que ça t'intéresse, toi, ça, se formalise, plus elle se distancie des canonisations populaires. Et la religion royale, c'est en grande partie populaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça va marcher. Y a-t-il une autre question? Non. Vous savez tout. Hein? La religion
royale aussi, c'est cette thématique si importante du roi père, avec le point culminant lorsque Louis XII est père, est surnommé père du peuple, parce qu'il a baissé la taille. Et en cela, il arrête de prendre. Là, il rend pour partie, mais le roi ne prend pas, il donne. Christique, évidemment. Et puis, Colette a beaucoup de mots aussi sur tout l'historique, sur les appellations du roi de France par le pape. À quel moment est-il le roi très chrétien? Ou roi très chrétien devient l'appellation synonyme du roi de France. Eh ben, là aussi, on a l'apogée, et c'est à ce moment-là. Juste une petite question sur la chronologie, sur les bornes chronologiques de la période médiévale et comment est-ce qu'elles ont été posées pour votre livre? Oui, il y a habituellement, c'est de la chute de l'Empire romain aux années 1453, si on prend la prise de Constantinople, ou bien aux années 1492, la découverte d'Amérique, et l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et... Si on peut compléter votre réponse, Colette, c'est dans votre livre, le centre de gravité est clairement 14e, 15e, mais vous ouvrez l'empan. Je parle du XIIe siècle. Et même quelquefois avant. Et vous descendez quelquefois jusqu'au XVIIe. Oui, il n'y a pas de borne, ça dépend du thème. Vous voyez, les bornes varient suivant le thème. Lorsqu'un thème apparaît, je commence, et lorsqu'il disparaît, je m'arrête. La chronologie n'est pas rigide. Oui. Elle est plutôt tendance à... Oui. Si je peux me permettre, la chronologie n'est pas rigide, ça dépend des sources, mais il y a quand même un moment... Enfin, pour moi, je trouve dans le livre, ce que vous avez dit à propos des Armagnacs, c'est le moment Charles VII. Oui. C'est quand même le cœur, le pivot, en fait. C'est une chronologie, et puis c'est aussi un espace de cette France du Languedoc, on va dire du centre-ouest, où des choses se jouent. L'importance aussi de la vallée de la Loire. Les cires de Bueil, c'est aux environs de Tours. Hein. Donc, c'est une extraordinaire chapelle funéraire où sont ensevelis tous les membres de la famille, dont la plupart, effectivement, sont morts dans les guerres franco-anglaises. Et c'est là qu'il y a ces épitaphes qui font sang, on a l'impression que c'est déjà la guerre de 14, la Grande Guerre, mort pour la France, etc. Tous ces mots-là se trouvent chez les Bueil. Et c'est d'autant plus intéressant que l'un d'entre eux a écrit un livre qui s'appelle Le Jouvencel, qui explique ce que doit être un noble parfait. Et qui explique donc qu'il faut mourir à la guerre. Si on ne peut pas faire autrement. Ils font pas ça très volontairement. Mais lorsqu'on est un noble, lorsqu'on a prêté serment au roi et à la nation, eh bien, on peut mourir à la guerre. Alors qu'un siècle plus tôt, on pensait simplement que la mort à la guerre était un risque professionnel. Et ce n'était pas un risque valorisé. Si tu n'es mort, pris seras-tu. C'était normal. À la guerre, on était prisonnier d'ailleurs plus souvent que tué, parce que les prisonniers payaient des rançons, et que donc il était intéressant d'avoir un prisonnier et pas du tout intéressant d'avoir un mort. Et il y a une transformation brutale au cours du XVe. Ça. Puis, Colette, il y a aussi, et ça recoupe la question de tout à l'heure, c'est mourir pour la patrie est argumenté aussi par la vertu de charité, parce que c'est mourir pour ce qu'on aime. Qu'y a-t-il de plus beau que de donner sa vie pour ce qu'on aime? Donc on mouline sur plusieurs thématiques, hein, et encore une fois, le ciel et la terre. Et parce que ça leur est familier, ils pensent naturellement avec ces mots-là. Donc
Ils sont imprégnés, un petit peu comme Léonard, qui dit qu'il connaît tellement bien l'essence de la Nation France, qu'il s'est approprié tout ce qu'il y a dans l'essence de la Nation France. Bon, on est dans le même cas. Hein. J'avais une petite question, excusez-moi. Parce que votre propos m'a fait penser à la lecture que j'avais faite de Michel Bled sur culture populaire et culture des élites. Alors oui, il se concentre plutôt sur le 16e, 17e siècle. Alors même s'il il retravaille, il re-questionne à partir d'une préface lors d'une réédition, et il décrit un peu une culture rurale et paysanne presque pure, un peu attaquée par une culture élitaire et ecclésiastique. Et bon, il y a la préface des rééditions re-questionne ça, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, je ne sais pas si ça déborde un peu du sujet, mais qu'est-ce que vous pouvez dire du coup de quelle est cette culture pré-15e siècle rurale, et est-ce qu'elle est à ce point, entre guillemets, uniforme, et à quel point elle est traversée de contradictions voilà. Je m'excuse que la question n'est pas pertinente, c'est sort du sujet. Merci. Je ne sais pas. Car contrairement à ce que pensaient les enfants quand elles étaient petites, maman sait tout. Maman ne sait pas tout. Bon, ben, encore, il y a encore une question. Bien, la dernière peut-être. Et puis... Merci. Moi, j'avais une question concernant les symboles qui incarnent la nation France. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des symboles auxquels on pense spontanément sont assez récents dans l'histoire de France et sont plutôt post-Révolution française. Je pense bien sûr à la Marianne, etc. Et donc, je me demandais quels étaient, peut-être dans la période que vous aviez étudiée, les grands symboles qui nous restaient aujourd'hui dans l'incarnation de la France, ou est-ce que justement ces symboles sont complètement différents, et donc est-ce que notre incarnation, notre représentation de la France a profondément changé depuis le Moyen-Âge, enfin jusqu'à quel point, voilà. Vous avez absolument raison. Les symboles ont presque tous changé au moment de la Révolution. Et il y a donc à la fois au point de vue des couleurs, au point de vue aussi des objets qui incarnent. Oui, la Révolution a marqué une rupture. Le coq est demeuré. Ah oui, j'ai oublié celui-là, et pourtant j'ai écrit dessus. C'est Lidwin qui me l'a soufflé. Le coq gaulois, oui, c'est moi qui ai écrit des choses là-dessus. Eh bien, le coq gaulois existe avant la Révolution comme après. Pour une raison tout à fait simple, parce que Gallus, le coq, c'est aussi le gaulois. Et donc, c'est simplement parce qu'en latin, le coq se dit Gallus, et donc nous sommes Gallus, nous sommes des Gaulois. Et au fur et à mesure que c'est la solution gauloise qui l'emporte sur la solution troyenne ou sur la solution franque, eh bien, nous sommes de plus en plus Gaulois, en quelque sorte, et coq. Oui. Alors, les symboles ont disparu dans notre nation France, mais il y a une deuxième nation France qui est la Nouvelle France. Le Québec s'est réapproprié un drapeau de l'Ancien Régime, et donc le Québec qui, lui, n'a pas réussi à chasser ses propres Anglais. Oui, c'est vrai. Enfin, officiellement, les Québécois sont actuellement considérés juridiquement comme descendants de vaincus. Même si c'était au XVIIIe. Et donc le drapeau québécois, il est bleu avec la croix blanche de Charles VII et des fleurs de lys. Avant, les fleurs de lys sont blanches parce que le vieux drapeau qui a été imité au XXe, les fleurs de lys se sont passées et elles sont devenues blanches. Mais à l'origine, bien sûr, elles sont dorées. Donc les symboles de naissance de la nation France n'ont pas complètement disparu. Bon, donc nous allons conclure. Encore grand merci à Colette Beaune et à ses invités.